janvier 2020, minuit dans les rues de New York, on fêtait le passage à une année qui s'annonçait sous les meilleurs auspices, surtout de l'autre côté de l'Amérique. À Hollywood, l'année cinéma avait tout pour être tout simplement exceptionnelle. Le 17 janvier sortait Bad Boys for Life, le troisième Bad Boys, et c'est un carton absolu. Le film finira à plus de 426 millions de dollars de recettes mondiales. Gros succès aussi pour 1917, sorti lui à Noël, mais qui fait l'essentiel de ses 385 millions de dollars de recettes dans le monde en janvier 2020. Invisible Man partait aussi pour être un triomphe public, puisqu'en à peine 2 semaines, le film dépassait les 70 millions de dollars. Et les films qui arrivaient promettaient une année record au box-office. Des films comme le nouveau James Bond qui devait sortir en avril 2020, ou Fast and Furious 9, prévu pour l'été, ou encore Black Widow, le nouveau Marvel qui devait arriver en salle début mai, ou enfin Sans un bruit 2, supposé sortir en mars, qui avait même déjà eu droit à son avant-première mondiale en début du mois. Du côté des festivals, tout allait très bien aussi. Sundance, par tradition le premier grand événement de l'année cinéma, s'était parfaitement déroulé dans les neiges de l'Utah. Le festival révélera ses quelques petites perles habituelles, comme par exemple The Father de Florian Zeller, des films que l'on retrouve généralement aux Oscars de l'année suivante. Les Oscars, justement, la cérémonie de 2020 a eu lieu plus tôt que d'habitude et elle fut historique puisque récompensant pour la première fois un film coréen, Parasite, et son réalisateur Bong Joon-ho. Sur le tapis, c'était l'habituel mélange de glamour et d'insouciance qui nous régale tous les ans. Et Hollywood pouvait se permettre l'insouciance, tous les indicateurs étaient au beau fixe, notamment les chiffres de production. La demande des studios, des chaînes de télévision et des plateformes de streaming était si importante que ça tournait de partout dans la Cité des Anges. Non, tout allait vraiment bien en ce début d'année 2020 à Hollywood. Et puis... Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé déclare que la crise Covid est officiellement une pandémie. Le 15 mars, AMC, l'une des chaînes de cinéma les plus importantes d'Amérique, annonce la fermeture de ses salles. Les autres chaînes suivront peu après. Le 17 mars, Gavin Newsom, gouverneur de Californie, annonce un stay-at-home order, l'équivalent de notre confinement. Tous les tournages s'arrêtent. Les rues de Los Angeles, comme celles de toutes les autres villes du monde, se vident de leurs passants et de leurs voitures. On met des barrières devant le Chinese Theater sur Hollywood Boulevard. Le parc Universal est désert. Même le Poudlard d'Harry Potter est abandonné. Et pour les principaux acteurs de l'industrie, c'est la sidération. Panic would not be a bad word to use. I think that there was a massive sense of uncertainty that from one day to the next, you turn the entire entertainment industry off. J'étais entre deux films, cherchant mon prochain projet, et puis tout s'est arrêté. Et je sais que mes collègues ont eu la même expérience, qu'ils soient entre travail ou bien sur un travail, sur un tournage. Et le tournage du jour au lendemain s'est arrêté complètement. I really, in the beginning, expected both production and distribution to be back in the summer. That's what I thought was going to happen, right? So it wasn't a sense of panic. Had I known what was coming, I might have had a much more dramatic reaction. I was actually making a movie. I was in pre-production for a movie with Jason Blumhouse, and after 5 days we all got sent home, and it's like, okay, movie's not happening, movie's probably never going to happen. When they said theaters have to close in Los Angeles, I really at the time thought of it more of just, it's going to be over in maybe, a month or two. Well, here we are a year later.
Un an plus tard, même si le vaccin et une politique fédérale plus rationnelle poussent à un retour à une certaine normale, personne ne peut nier que tout a changé à Hollywood. La pandémie a coûté près de 92 000 emplois à l'industrie cinématographique américaine, dont 50 000 à Los Angeles. Et tous ne retrouveront pas un travail. Les habitudes des consommateurs de films ont changé aussi. Le public de cinéma regarde les films chez lui et personne ne peut dire aujourd'hui s'il retournera au cinéma. La chronologie des médias a, elle, complètement explosé. Les festivals sont devenus quelque chose de totalement différent. La manière même de faire des films a changé. Ici, on le sait, plus rien ne sera comme avant après cette année où Hollywood s'arrêta, cette année en Covidwood. La conséquence la plus immédiatement visible de la crise Covid sur l'industrie fut bien entendu la fermeture des cinémas. Tout d'un coup, le 15 mars 2020, partout en Amérique, les salles fermaient leurs rideaux. Certaines rouvriront en été, mais très peu et pas bien longtemps devant la remontée des courbes de la maladie. À Hollywood, le Chinese Theater était totalement déserté, même les touristes restaient chez eux. Les multiplex n'accueillaient plus personne à leur guichet et les petits cinémas de quartier affichaient porte close, comme le Vista, un cinéma mythique à l'est d'Hollywood Boulevard. Une magnifique salle qui va fêter ses 100 ans dans 2 ans avec des bustes à l'ancienne sur ses murs et 400 fauteuils bien espacés. La fierté de son propriétaire, Lance Alspau. Le Vista est fermé depuis plus d'1 an, mais Lance s'estime quand même parmi les chanceux. One of the things that I did all my life in this business is, once I became an owner, is kind of plan for a rainy day. And I'm glad that we did, because the rainy day fund is really what kept the financial aspect in check. So that, along with the government grant, has enabled us to kind of like ride this thing out, and we're fortunate. Other people, I don't think, necessarily did that, and those are severe consequences. I've talked to some smaller theater owners that aren't sure if they're going to be able to ride the storm out. And I've talked to some that have decided to hang it up and that they're not going to continue. Les salles de cinéma qui ne rouvriront pas après la crise se comptent par centaines en Amérique. Pas étonnant quand on écoute Patrick Corcoran, président du NATO, l'association des propriétaires de salles en Amérique, nous annoncer les chiffres affolants d'une année presque blanche. In the U.S., just in terms of revenue in 2020, it was about an 81% decrease in revenue in box office. And if we had made about $2 billion before the pandemic, and by the end of the year, we were at about 2.1 billion. So you can see just the huge effect it had. 9 months of business, and we did about $100 million. Les quelques centaines de millions de dollars ramassés au box-office pendant la crise viennent des quelques cinémas ouverts. Of the drive-in movie. Drive-in movie theaters, a thing of the past or a new trend? Drive-in movies are reeling in customers. Drive-in movie theaters are making a comeback. Dès le début de la crise, les drive-in remportent un succès fou. Ces parkings à ciel ouvert avec écran géant où chacun peut voir tranquillement et en toute sécurité sanitaire un film dans sa voiture attirent tous les frustrés de cinéma en salle et les familles en manque d'activité sans risque. Il fut un temps où les drive-in étaient à la mode et se comptaient par milliers aux États-Unis. Aujourd'hui, il n'en reste que 305 en Amérique, mais ils ont tous plus que bien fonctionné pendant la crise. Au programme, des films devenus sensations de drive-in comme The Wretched, un petit film d'horreur rétro très sympa réalisé avec les moyens du bord par 2 frères fous de cinoche, Brett et Drew Pierce. 2 frères qui ne s'attendaient pas du tout à une telle carrière pour leur film. We did the festival thing, we had some good reviews, but we were never like the movie everybody was talking about at any individual festival. Yeah. And then we got to the point where,
Corona hit, and our release date was still going to be May 1st no matter what, so they were just going to put us out on VOD, and we were like, oh, we're going to lose our little theatrical of like 10 or 12 theaters, and we we're like, that's a bummer, but completely understandable. And then IFC was like, hey guys, there's a few drive-ins open, like let's try to get in like 10 or 12, and they did it. We just had like a really good solid week. It made a decent amount, a lot of people showed up, and then the next week it was more, and then the next week was more, and more people wanted to talk to us about it. Where is your sister? The Wretched atteindra presque 2 millions de dollars de revenus. Et ceux qui ont survécu à ces chiffres fous ont quand même dû mettre leur personnel au chômage. Lens a licencié tous les employés du Vista en leur promettant de les embaucher de nouveau dès la réouverture du cinéma. Mais peu importe, pour Victor, il est le projectionniste et le manager du Vista depuis plus de 30 ans. Son attachement au cinéma dépasse largement un contrat de travail. The Vista Theater is like a second home for me. So I have these personal quests to keep it alive. There's no way I can let the theater die. Alors Victor vient tous les jours au Vista pour voir si son cinéma va bien. Il l'entretient, le dépoussière, vérifie les machines, dont une qu'il aime tout particulièrement, un bon vieux projecteur 35 mm. This is my passion. And this is what I miss about the movies. This is the lobby right here. There is a smell missing in this lobby. Oh yes, oh my God. But see, that's why I have so much faith in popcorn. Because the smell of popcorn you cannot replace. Those are the little things that I believe are gonna bring people back to movie theaters. Sometimes I'm outside sweeping or cleaning or doing something and people honk and they scream, they go, "We miss you!" Or they go, "We can't wait!" Or they pass by and they give me 2 thumbs up, they see me cleaning and they're like, "We can't wait to come back." In the beginning of the pandemic, I didn't know how to act. There were days when I would come in and I just wanted to break down crying because I couldn't believe the theater was dark. But then, like I said, I picked myself right up and I said, Victor, you're healthy, you're still alive. As long as you can still make popcorn, people will come back. En attendant le retour des spectateurs, Hollywood se demande quoi faire des films qui devaient sortir en 2020. Un grand jeu de dominos s'organise autour des dates de sortie de tous ces films-là. Ils sont repoussés les uns après les autres en fonction des courbes pandémiques. Certains décident de viser large. Ainsi, Fast and Furious 9 est carrément repoussé d'1 an par son distributeur Universal. D'autres, comme le nouveau James Bond, au titre si prémonitoire, Mourir peut attendre, font ça par étapes. Le film devait sortir en avril 2020, il sera repoussé à l'automne 2020, puis à avril 2021 et enfin à l'automne 2021. Pour Sharon Waxman, rédactrice en chef du magazine professionnel The Wrap, de tels films ne pouvaient connaître d'autre sort. Big franchises like Fast and Furious and James Bond make sense to be saved for theatrical. Those are very expensive movies. And those are movies that the producers of the movie, particularly James Bond, Barbara Broccoli, who really owns half that franchise, has a very big voice in what happens to James Bond. She wants that movie on a big screen. But it also makes sense. You want to wait for James Bond to be able to be out there. Et pas seulement pour James Bond, c'est assez simple. Avant la crise, personne n'avait le moindre doute qu'un blockbuster devait sortir en salle pour connaître la rentabilité. Les choses vont changer là-dessus, on y revient bientôt. Mais dans certains studios, on croit dur comme fer à cette règle. Tom Rothman est le patron de Sony Pictures, l'un des boss d'Hollywood. Tous les blockbusters Sony qui devaient sortir pendant la crise, comme le reboot de SOS Phantom, dont nous voyons ici quelques images, sont toujours en attente. Pour Rothman, il n'y a pas d'autre choix. We're in the profit business.
And right now, the only way to make profit on big, expensive, big theatrical movies is with having a vibrant theatrical window on the movie. There just is no economic model otherwise that works, right? So because we believe that the pandemic will end, we held those films and we waited. I have a little quote, if you could see the piece of paper that I've taped up over my home computer where I've been for a year now. The quote says, "Don't try to calm the storm. Calm yourself and the storm will pass." So that's what we've tried to do for a year, is to stay calm, stay resolute, and stay firm in the belief which I have very strongly. And I will say it here to all of our friends at Canal Plus and in France. Mark my words, movies will return. Beaucoup à Hollywood n'ont pas eu la patience de Tom Rothman. Ainsi, Tenet de Christopher Nolan est le parfait exemple du film qui aurait peut-être dû attendre. Le film était prévu en sortie au mois de juillet. Warner, son distributeur, s'est accroché dur comme fer à cette date de sortie, ne la repoussant qu'à la toute dernière minute, à fin août, pour une sortie d'abord à l'international. Profitant de l'accalmie de la fin d'été sur le front européen du Covid, Tenet marche plutôt bien dans le monde. En Amérique, c'est une autre histoire. It came out during a window when movie theaters had started to reopen. We closed them again, but basically across this country, a lot of theaters were open, but just not in New York and LA, which are the two biggest markets, of course. I don't know exactly the dynamic of why they decided not to hold the movie and to put it out at that time. Maybe it was a test case, and it was a test case. It was a test case of the problems. De fait, Tenet ne ramassera que 57 millions de dollars en Amérique, un quart des recettes de Dunkerque, le film précédent de Nolan, un sixième de celle d'Inception. Chez Warner, on se consolait avec les 300 millions de recettes internationales, mais à Hollywood, personne n'est dupe. Ces chiffres sonnaient le glas de 2020. When Tenet finally came out and it just kind of didn't gross anywhere near what it could have under normal times, I think that's when a lot of us realized this isn't good. You know, if Christopher Nolan film is struggling like that, then what hope is there for anything else? So I think that kind of the eventual release of Tenet and the results of that were kind of what really showed us that this was a lot worse than we anticipated. La fermeture des salles a provoqué un phénomène qu'Hollywood voyait venir mais qui s'est accentué d'un coup, la prédominance des plateformes de streaming. Depuis le début de la crise, le confinement a poussé les Américains à une consommation extrême d'images venues de Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou encore Apple TV+, et Paramount+. Et ils ne sont pas les seuls. Nous sommes plus d'1 milliard d'habitants sur la planète abonnés à une plateforme de streaming. Sachant que chaque abonnement correspond à un foyer d'en moyenne 3 personnes, c'est presque la moitié de la population du globe qui paye pour avoir accès à une plateforme. Le streaming est plus qu'un acteur du marché à Hollywood, il en est devenu un des moteurs essentiels. Et selon le producteur Jason Blum, la crise Covid n'a fait qu'accélérer le mouvement. I mean, it took what was going to take 5 years and it made it happen in 12 months. I mean, that definitely. 12 months ago, I would have conversations with an agent about a piece of material and I would say, you know, it's a streaming movie. This isn't a theatrical movie. The agent would say, why? And you'd have to kind of talk them into the notion of their client, their director mostly, doing a streaming movie. And now it's the reverse. So I have conversations with agents where I'm talking them into doing a movie with a studio. They say it's a streaming movie. And I say, well, this one, you should really think about a studio. And that's amazing that happened so fast. And that happened in 12 months. 12 mois qui ont tout changé, puisque presque tous les studios se sont mis au streaming pour sauver leur année. Dès le début du confinement, Universal a donné le la avec les Trolls 2 tournée mondiale, sortie directement en VOD. Universal shortened the window and said, okay, we have one movie, Trolls, that you're talking about that can't be in theaters anyway. We're going to put it out to streaming, paid streaming.
and it was a kids movie and kids were at home and had nothing to do, and it was great to do that, and that was successful. Then you had a studio like Disney launching Disney Plus a year ago. They don't have any movies that can go into theaters. They have to decide what they're going to do with them, but some of the movies can just go straight to Disney Plus. Warner Brothers, which is now run by a young tech executive, Jason Kilar, decided to throw out the playbook and just make a hard decision that all Warner Brothers movies this year would go to streaming at the same time as being in theaters when they could be in theaters. Tous les films Warner de 2021 sortent en même temps en salle et sur la plateforme maison HBO Max aux États-Unis. Une décision unilatérale qui choque aussi bien les artistes que les professionnels d'Hollywood. Denis Villeneuve a par exemple exprimé son désarroi quand il a appris que son Dune, auquel il venait de consacrer 4 ans de sa vie, serait vu essentiellement sur petit écran. Et parmi les agents d'Hollywood, c'est la panique. Leurs clients stars gagnaient beaucoup d'argent en intéressement sur les recettes des films en salle. Plus de salles, plus de sous. L'affaire HBO Max a fait l'effet d'un vrai séisme dans le business ici. Pour autant, il n'est pas si simple que ça de condamner Warner. They always talk about the end user or the customer being the person at home or the HBO subscriber. Like they always say, like, well, we're doing everything we can for the customer. I think that they lose sight of the fact that the customer is also the artist. And so they have multiple customers. The artist has a choice, right? The artist has a choice to do their work and have it distributed through multiple different people. And so they're also a customer. But at the same time, I think it was very bold. They're competing against these behemoths in Amazon, Apple, and Netflix. And they're trying to, keep their business alive and relevant. And no one's going to the movie theater. So I really understand. I understand why they did it too. I think, I'm like you can say, I'm really of two minds about it. La situation est compliquée à Hollywood, difficile de dire sur quoi elle aboutira, mais une chose est sûre, la crise Covid a totalement fait exploser la chronologie des médias. En France, il existe des accords écrits sur le temps d'exploitation des films en salle. Ici, ils ne sont que tacites. Jusque-là, les studios ne mettaient pas leurs films en VOD ou en streaming avant 3 mois. Après leur sortie, la règle n'est plus du tout de mise aujourd'hui. Windows have exploded now. There is no uniformity, and I don't believe there will ever return to uniformity, and I think that's a good thing. Because I think what you're going to be able to do is fit the window to the particular product. And that's the approach that we're going to take. I don't think it will be anymore one size fits all. I think it will be, fit the particular pattern to the particular asset. And I actually think that's a healthy thing. Sain peut-être, mais difficile à accepter pour les exploitants de salles qui se retrouvent à devoir faire face à une concurrence plus que déloyale. Pendant la crise, ils laissent rouler, après tout les cinémas sont fermés, mais si on lit entre les lignes de ce que va nous dire leur représentant Patrick Corcoran, la bataille est loin d'être terminée. When the business gets back to normal, you're going to see both different pressures from both sides. They're going to see what is working in a model where business is normal. Does that really short window make the same kind of sense that it makes in a pandemic as you think it's going to make in normal times, right? The audience is going to tell us. La bagarre reprendra donc très certainement après la crise, une vieille bagarre qui, selon Tom Rossman, a déjà son favori. If you go back to the 1950s, at the advent of television, you can find multiple articles saying how movies and movie theaters are over, they're dead, right? Because you can now get it at home. Same articles when the VHS was invented. Same articles on streaming. It's a different experience. We have competed successfully with in-home entertainment for 70 years. Why are people going to go to the movies? Because it's great. Because it's fun. Because they love it. That's why. As long as we make good enough
films. Cette année, à en croire les nominations aux prochains Oscars, les bons films viennent des plateformes. Netflix accumule 35 nominations, Amazon Prime 12, Disney+ 6. C'est une année évidemment particulière, il faudra voir l'an prochain si la tendance se confirme. As you can see, we unfortunately have a bad connection. Une année particulière aussi pour les cérémonies elles-mêmes. Celle des Golden Globes et ses gagnants récompensés par Zoom a juste été catastrophique en audience. À peine 6,9 millions d'Américains devant leur télé, le plus mauvais score depuis 1995. Du coup, les Oscars s'adaptent avec une cérémonie en extérieur à la gare mythique de Los Angeles, Union Station, et en présence des nommés, tous testés. Et les Oscars ne sont pas les seuls à s'adapter. La Française Nathalie Dubois est une personnalité incontournable de la saison des prix à Hollywood. Avant chaque cérémonie, elle organise une gift suite. Dans une suite de palace, les nommés reçoivent de luxueux cadeaux offerts par des sponsors prestigieux. Et ce n'est pas le Covid qui va empêcher une telle tradition. So let's do the one bag of each here, please. Pour les Golden Globes, Nathalie a organisé sa gift suite en version drive-thru, comme au McDo. Ce n'est plus dans une suite, c'est sur le parking d'un grand hôtel que sont installées les marques. Les célébrités, comme ici la meilleure actrice au Globe, Andra Day, passent en voiture, ouvrent leur coffre et les hôtesses le remplissent de sacs bourrés de cadeaux. Si la star le souhaite, elle peut sortir de la voiture pour une petite photo, en masque bien sûr. Nathalie a donc su s'adapter à la crise, mais sans l'ignorer. Cette année, il n'y a pas que les stars qui ont eu droit à leurs cadeaux. Depuis le début, j'avais envie de vraiment m'occuper de tout ce qui était soignant, donc les infirmiers et les docteurs, même les first responders qu'on appelle ici aux États-Unis, les policiers, les pompiers. Et je me suis dit, quand je ferai ma suite, ou une semblante suite, parce que ça c'est un drive-in, et je vais faire des sacs. À la base, je voulais faire une suite juste pour les first responders, mais c'est impossible de trouver des marques qui vont suivre. Donc je me suis dit, je vais faire les stars, et puis on en donnera quand même à quelques nurses. Les festivals aussi ont dû s'adapter. Le Festival de Toronto, traditionnel départ de la saison des prix à Hollywood, a eu droit à son édition, comme d'habitude, en septembre, mais pas du tout comme d'habitude. I think very early on we decided on a hybrid approach where we would have a digital platform, but at the same time we were still hoping to have an in-person component. La partie en présentiel se composait de projections en conditions sanitaires extrêmes, taux de remplissage minime, nettoyage régulier et désinfection des salles. Et quand les cinéastes présentaient leurs films, ils le faisaient parfois de chez eux. Viggo Mortensen a ainsi présenté son Falling par Zoom et il en était tout triste. Honestly, I'm heartbroken that I cannot be there. To me, the premiere at the Toronto Film Festival was for me always the dream, always the goal. But I'm here with you as best I can be. I'm very excited that the movie's finally going to be shown on a big screen at the Toronto Film Festival. Ou alors c'était en format drive-in, avec un écran géant installé sur un gigantesque parking au bord du lac, avec un passage de bagnole façon tapis rouge. Innovant et ingénieux, mais le festival s'est surtout déroulé en ligne. Les festivaliers étaient chez eux dans le monde entier, devant leur ordinateur, et ça a marché. Journalists and industry members in Mumbai and in Paris and in Los Angeles and other parts of the world, all over the world, who were taking part in our festival from their own homes. Travel was restricted, but they were able to see films, they were able to communicate with their colleagues, they were able to make deals. All of those things continue to happen. So on the industry side and on the press side, it was a great success. Même succès pour le festival de Sundance en janvier dernier, lui aussi en ligne. Le festival annonce même que 500 000 personnes auraient regardé un film de Sundance online. Jamais un tel chiffre n'aurait pu être atteint sur un festival en présentiel. De quoi peut-être donner des idées aux organisateurs de festivals pour la suite. On ne l'espère pas et visiblement, eux non plus.
We want to make sure that the in-person festival comes back as soon as it's safe to do so. But in the meantime, we can deliver a festival to audiences and to everyone who wants to be a part of the Toronto Festival online. Les festivals online ou en vrai n'ont donc aucune intention de lâcher l'affaire, mais y verra-t-on beaucoup de films directement inspirés de ce que nous avons vécu cette année ? C'est que le Covid a déjà eu un effet que personne n'attendait vraiment ici, la naissance d'un genre, les films de confinement. Ils sont un signe de leur temps, un témoignage sur écran de ce que nous avons vécu, vous et moi. Des films dont l'histoire est essentiellement racontée sur Zoom, qui se passe donc en grande partie en intérieur et intègrent la pandémie dans leur scénario. Un sous-genre né justement dans le genre. Puisque c'est dans le cinéma fantastique et d'épouvante que l'on trouve le plus de petits malins capables de se débrouiller en tenant compte des limitations financières, matérielles et maintenant pandémiques. Les thrillers d'horreur à Zoom pullulent sur les plateformes depuis le confinement. Des films comme Safer at Home, dont nous voyons ici quelques images, ou le premier de tous, Host, de Rob Savage, un film issu d'une bonne blague. Like everyone, I was hanging out every day with my friends on Zoom, and we were doing Zoom happy hours and quizzes and all this kind of stuff. And one day I decided to, as you do, to pretend that I'd been eaten by a zombie live on a Zoom call. Not like the next. So I set up this elaborate prank where I went into my attic and a zombie jumped out at me and filmed the whole thing. And then we put that onto Twitter, and it ended up blowing up in this big way. We got millions and millions of views, and it got shared all over the place. And we got people from the industry calling up and were asking us, can you do a longer one of these, because we might not be able to shoot anything else for the rest of the year. So it might have to be, might have to get used to making films on Zoom. Curfew is now in effect. All unauthorized citizens must stay indoors. Le cas Songbird est un peu à part. Le film de Adam Mason a été le premier long métrage de confinement à sortir du confinement. Il a été tourné en juin dernier dans un Los Angeles sous strict lockdown, mais tourné à l'extérieur. Un vrai film, pas du cinéma Zoom. Pourtant, au départ, Songbird a bien failli ressembler aux autres confi-films, ces films faits dans l'urgence de la crise, presque par besoin. I remember it was a Saturday morning. My writing partner Simon, he called me up at 9 o'clock in the morning. I was like, why are you calling me so early? And he said, we've just got to make a movie. We should get our friends together, do it on Zoom or, on using cell phones, do everything virtually essentially. And then I edit my own stuff normally. So we'd get them to send me the footage, we'd write it, I'd assemble it, and we'd put together a movie. And so that very same day, we came up with a concept called Songbird. Mais Songbird va bien au-delà de ça. Michael Bay décide d'en devenir le producteur. Il fait donc appel aux techniciens qui travaillent avec lui d'habitude sur ces énormes films, comme le chef opérateur Jacques Jouffret, que l'on voit ici sur le tournage, et leur demande de réfléchir à comment tourner un film qui ressemble à un vrai film en temps de Covid. Le film devient du coup plus fort, plus ambitieux aussi. Songbird est le premier film d'anticipation tendance catastrophe directement sur le Covid lui-même. Nous sommes dans un futur très proche. Le Covid a muté en une version encore plus dangereuse et mortelle. Seuls quelques immunisés peuvent parcourir les rues de Los Angeles. Les autres sont confinés chez eux. Et s'ils chopent le virus, l'armée vient les chercher et les enferme dans des camps dont on ne ressort pas. Oui, c'est super optimiste. Et très politique aussi. N'oublions pas que nous sommes sous Trump quand la crise démarre et le pessimisme politique, certes exagéré, du film n'était finalement pas si éloigné de la réaction du gouvernement de l'époque. Une similarité qui étonnait même Adam Mason. When we finished the movie, things that we never anticipated, like the political aspects of, how COVID was politicized, we never really foresaw that happening. I think Simon and I wrote it from a place of what we were all living through at the time. It was a very uncertain time, and I think we just let our imaginations go wild. But the trippy thing was that things that we were writing about being science fiction and exaggerated versions of where we were actually happened as we were writing them. So we never kind of dreamt that things would evolve in the way they did.
Songbird sort en VOD dès septembre 2020 et c'est un carton. Le film est le sujet de conversation numéro 1 de tous les apéros Zoom américains. Tout le monde l'a vu ici. Pourquoi ? Peut-être parce que ça fait toujours plaisir de voir plus covidé que soi, allez savoir. Adam n'a pas la réponse non plus, même s'il s'est posé les bonnes questions. I felt uncomfortable about the controversial aspects of it, and I was always questioning myself whether it was appropriate to be making a film about something that real people are suffering from in real life. But ultimately, I think that in the future, people will look back at this period and that there'll be Songbird. Boy, how many asses have you got? Piss off. Il y a aussi le bien nommé Lockdown, qui permet au film de confinement d'atteindre un autre niveau puisque c'est un réalisateur de tout premier plan, Doug Liman, l'homme derrière le premier Bourne ou Edge of Tomorrow, et un casting de stars dont Anne Hathaway qui s'essaye à ce drôle de nouveau genre. Et Liman, qui n'a peur de rien, choisit de faire un film de cambriolage en plein confinement, bourré de scènes de zoom. D'où une première question en interview, une question inconcevable il y a à peine un an. Yeah, it is. Il y a quelque chose de très méta à faire cette interview sur ce film-là en zoom. Oui, non, c'est très méta. Mais les règles du monde ont changé. Et en fait, Lockdown, c'est le premier film qui est dans le nouvel monde. How's Linda? She's somewhere in the house. Is there some type of issue? We are fine. Do you feel that this movie is kind of a sign of its time? Well, that certainly was an aim to capture some of it. You know, somebody earlier in the day said it feels like a time capsule. And Doug has said, you know, in a number of years, someone like Steven Spielberg will make the look back and they'll interpret the entire experience and they'll win 20 Oscars and that version will be valid. But there is something about trying to tell this story from within the chaos. You know, I wanted Lockdown to be of the moment. I mean, part of shooting the film right now during the pandemic, because we could have written the script now, you know, capture this moment and then like wait for it to end and shoot it quote normally. But I thought let's really make a film that's 100% in, that is not only about this moment in time, but we're shooting it during the lockdown, and that we are living it and breathing it while we're making it. It really is a special movie and a chance to hold a mirror up to what we're all going through. You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. Il est donc des films faits pour raconter le confinement, d'autres pour le supporter. Malcolm et Marie fait partie de cela. Le film de Sam Levinson, le créateur de la série Euphoria, n'aurait tout simplement jamais vu le jour sans la pandémie et la mise en pause d'Hollywood au printemps dernier. We have been shut down on Euphoria. We were shut down a day before we were to start on season 2. So we were just trying to kind of figure things out. And once we got word that we were going to be shut down until at least September on Euphoria, it gave us this window that we didn't expect. And Z was like, well, can we go make a movie in my house, you know? And so we started kind of kicking around ideas, and out of that, Malcolm Marie was sort of born. Personally, it was therapeutic. It saved me. I needed it. We were in the middle of the pandemic. I thought I was going to be touring a Christopher Nolan film, selling it all across the world, traveling and discussing Christopher Nolan and the greatness, you know, and instead, I'm stuck thinking I might not ever actually work again. The industry could be shut down as we know it. So the fact that this was a godsend, this was a lighthouse, a refuge, like to be able to just to do a movie and then do this movie with these people, it was a blessing. It felt like survival to me. La production a donc repris à Hollywood, mais remettre la ville du cinéma au travail n'a pas été simple. Comment tourner un film à l'ère du Covid-19 alors que sur un tournage, techniciens et acteurs s'entassent les uns très près des autres? Une telle proximité n'est plus possible, il faut protéger les équipes tout en continuant à produire. Comment faire?
tout Hollywood y a réfléchi pour une fois ensemble. Movie making is a series every single day of problem solving. That's actually what's happening in the production of films. Problem solving. How do we get the camera over here? How do we get this angle? It's problem solving. And COVID was another enormous problem to solve. But we are problem solvers. We just sort of put our shoulder to the wheel. And I do have to say that our unions were extremely helpful in this. Chose rare, à Hollywood, les tout-puissants syndicats professionnels ont travaillé ensemble à l'établissement de règles de sécurité sur les tournages. Parmi eux, la Screen Actors Guild, la SAG pour faire court, le syndicat des acteurs. Son directeur, David White, nous raconte comment les syndicats sont arrivés à un accord. A group of leaders, myself, my counterparts at the Directors Guild, at IATSE, which is IATSE, the crew, and the Teamsters who drive the trucks and drive equipment. We all got together to craft a set of guidelines to keep our members safe and establish guidelines that pulled from each of our protocols and presented to the industry a common framework. We came together and said, collectively, we have a shared responsibility to protect this industry and to keep it moving. And we did that. And we came up with safety protocols. And then people went back to work. Le premier film tourné sous le nouveau protocole sanitaire anti-Covid est tout simplement le premier film tourné à Los Angeles depuis le début de la crise, Songbird. Pour Adam Mason, son réalisateur, chaque jour de tournage ressemblait à une aventure. To be perfectly honest, I didn't know how we were going to do it. Like, it just evolved day by day, and we had a start date, and we just charged towards it. And we were collaborating with the unions, kind of making the new blue papers that were taken forward and are now being used everywhere, essentially. But that didn't exist before we were making Songbird. We basically had this zone system where there were different zones within the movie and certain people couldn't move within the zones. So I would be in the A zone with the actors and Jack, the DP, and that was pretty much it. It was an incredibly stripped down unit, just a few people, and the actors. The only people who would ever take the masks off were the actors while we were shooting. Everyone was tested that day. Anyone who came onto the set would be tested. It was, it was hard, but it was also exciting. So it was actually probably the best creative experience I've ever had. Système de zone, masque permanent, test quotidien, tourner au temps du Covid veut dire utiliser tout ce qu'il faut pour protéger les équipes, y compris les innovations technologiques. Selon Steven Lighthill, chef opérateur et président de l'ASC, la Société américaine des chefs opérateurs, les tournages de demain feront appel aux dernières techniques, histoire de rester le plus loin possible les uns des autres. The introduction of a lot of remote processes, motorizing the camera movement, right? Motorizing everything that happens on a lens, zoom, focus, iris, that's all going to be electronic, it's all going to be motorized. It's never going back. The emergence of extended reality or virtual production where you're using walls that can light up and show movement. They're not like green screens, they're like electronic green screens. And that's hitting critical mass now. And that's going to cascade into regular production. Will it be as good? Sometimes yes, sometimes no. Des tournages de loin et des tournages très loin. L'autre solution pour créer une bulle et empêcher les dangers d'infection, c'est de prendre toute l'équipe d'un film et de l'emmener ailleurs. Ainsi, la République dominicaine accueille de plus en plus de tournages américains. M. Night Shyamalan y a tourné Old par exemple, où Mark Wahlberg vient d'y finir son dernier film. Ici, les tournages sont tout aussi surveillés sur le plan du Covid, mais les producteurs bénéficient d'abord d'avantages fiscaux et il y est surtout beaucoup plus facile d'y créer une bulle sanitaire. They basically shut down a hotel or activated a hotel, basically. Those are usually small hotels, but since the tourism was dropping at the moment and there was a lot of vacancy, they were able to use that as an asset. And they were able to create bubbles. This was an opportunity for us as a country to prove ourselves that we have
the three main aspects. We have the incentives, we have the crew, we have the locations and the studio facilities. So I understand that having the bubble would be the ideal, but in a pandemic, as soon as the pandemic is over, then I think we have to go back to focusing those three pillars, which we're proving ourselves to be good at. Et que ce soit en République dominicaine ou dans le désert à quelques dizaines de kilomètres de Los Angeles, un nouveau et très redouté personnage est apparu sur les tournages, le Covid Compliance Officer, appelé familièrement Captain Covid. Il est celui qui, sur un tournage, est chargé de faire respecter à la lettre le protocole Covid mis en place par les syndicats. Et si la production ne le respecte pas, il peut, d'un coup de fil, tout arrêter. Autrement dit, on ne rigole pas avec Captain Covid. Nous nous sommes glissés sur le tournage d'une publicité dans le désert californien pour y suivre Nick Weeks. Nick est infirmier de formation, Captain Covid depuis la reprise des tournages. When I heard that the motion picture was opening back up for work, they introduced the white paper to us through our unions, and this white paper would spell out the protocols that we all have to follow as a team to make sure that we get what we need done and stay safe while we do it. In the very beginning of the day, I set up a table and I do COVID testing for the crew members that haven't been able to be tested. So I do rapid testing. And then I check them in on a paper and get their temperature. And then once I'm on set, I just basically make sure that everybody's placed in a safe distance and they're not clumped together and that they're wearing their masks. And then throughout the day, I just kind of routinely walk around and check everybody and just to make sure everybody's doing what they're supposed to do and being compliant. Still speeding, back to one. Overall, the protocols that are in place and the time and what we've learned since the beginning has placed us in a good place. The anxiety is not as heavy. People aren't as worried. They're saying, "Oh, we as long as we follow these protocols, we can get through this safely." Les tournages ont donc repris à Hollywood, mais quels seront les films d'après le Covid ? Comment les regarderons-nous ? La crise Covid a-t-elle changé notre attente, notre relation au film même ? Tout aurait-il changé pendant le confinement ? C'est vrai que nous avons passé des heures à regarder de la fiction haut de gamme issue des classiques du cinéma dont nous nous sommes goinfrés, ou des séries télé à l'écriture subtile et à la mise en scène plus qu'innovante. À Hollywood, certains pensent que le public est devenu du coup bien plus exigeant. We went through a long period in the movie business where if it was good, that was good enough. Not anymore. Now it must be très bien. Très, très bien. Merveilleux, fantastique. Good, not good enough, right? It's got to be great. And we have to challenge ourselves to that, and we have to raise the bar, my friend. Un sursaut d'exigence au niveau de ceux qui font les films pour satisfaire l'exigence de ceux qui les regardent. Nous n'y sommes pas encore, mais on a tous envie d'y croire. Par contre, une chose est déjà évidente, nous ne regardons plus les films de la même façon. Une scène de foule nous trouble, un baiser d'acteur nous fait douter, un lobby d'hôtel sans masque nous met mal à l'aise. La crise Covid a changé notre regard de spectateur et ce n'est pas fini. I definitely think the experience of going through what we've all, as a society, gone through is going to change the tenor of stories that aren't necessarily about being in quarantine. That anything, an action movie, a drama, whatever it is, it's going to feel different when it was written after this as opposed to before this. Like movies that we were developing before the pandemic, they feel dated. They feel like that the problems of these people are not relevant, or it doesn't feel like they should exist in a post-pandemic world. The tone and the DNA of storytelling will feel very different.
Demain, quand la tempête Covid sera passée, quand nous serons tous vaccinés, quand nous aurons fait le deuil des centaines de milliers de victimes du coronavirus, il sera bien temps de voir si ce miroir de notre société qu'est le cinéma aura radicalement changé à cause du Covid, aussi bien dans sa façon de faire, dans sa façon de montrer, que dans sa façon d'être. En attendant, El Capitan rouvre ses portes. Le 19 mars dernier, le cinéma Disney d'Hollywood Boulevard a accueilli ses premiers clients. Fans et familles sont venus découvrir le nouveau Disney. Le public revient au cinéma en masque et en conditions Covid, mais les Américains retournent au cinéma. Covidwood redevient Hollywood.